Salut, bienvenue sur l'art de lire. Si tu aimerais recevoir la notification de YouTube à chaque fois qu'il y a un nouveau livre publié, je te prie de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la barre des notifications. Je te souhaite une bonne lecture. Voici le livre d'Olivier Seban. Tout le monde mérite d'être riche. Ou tout ce que vous n'avez jamais appris à l'école à propos de votre argent. Chapitre 2. Le point de départ. Si le nécessaire coûtait 10 fois plus cher, la plupart des gens seraient moins tentés par le superflu. Wolinski. Maintenant que vous avez compris qu'il est important de savoir avant d'agir, je vais vous dévoiler les clés de l'enrichissement. Cependant, soyez conscient que tout ce que vous apprendrez n'aura aucune valeur si vous n'appliquez pas les règles et si vous ne mettez pas en place les procédures que nous définirons. J'insiste sur les aspects motivation et action car, par expérience, je sais que ce n'est pas parce que vous savez ce que vous devez faire que vous le ferez. Le processus de l'enrichissement se décompose en 3 parties. Accumulation, investissement, protection. L'accumulation est le point de départ. C'est l'impulsion qui permet de créer quelque chose que nous ferons fructifier par la suite. L'investissement permet de développer cette accumulation et de générer de la richesse. La protection, comme son nom l'indique, consiste à mettre en sécurité votre richesse. Payez-vous en premier. Pour le moment, nous nous concentrerons uniquement sur le premier aspect, l'accumulation. Pour bien me faire comprendre, je mettrai la formule de l'accumulation sous une forme mathématique très simple. Accumulation égale revenu moins nécessité. Les revenus sont constitués par tout ce qui entre dans votre poche. Les nécessités correspondent à tout ce que vous devez obligatoirement dépenser. Maintenant, pouvez-vous me dire quel sera le niveau d'accumulation si les revenus égalent les dépenses? Si les revenus sont égaux aux dépenses, l'accumulation est nulle. Parfaitement exact. C'est pour cette même raison que la plupart des gens sont incapables de s'enrichir. Car si nous regardons rapidement la deuxième phase de l'enrichissement, l'investissement, il est évident que vous ne pourrez pas faire fructifier quelque chose qui n'existe pas. Vous devez donc donner l'impulsion de départ pour disposer de quelque chose qui produira de la richesse. Le premier secret de l'enrichissement est donc le suivant. Quelle que soit l'importance de vos revenus, vous devez vous payer en premier. Que voulez-vous dire par se payer en premier? Si je prends mon cas, je touche un salaire chaque mois, étant mensualisé les impôts prélèvent leur part, donc impossible de me payer en premier. Admettons, combien gagnez-vous chaque mois et combien payez-vous d'impôts? Je gagne 2500 €, je paye environ 400 € d'impôts par mois et je garde tout le reste pour moi. Donc, vous arrivez à économiser par an 2500 moins 400 fois 12, soit 25 200 €. Je ne me trompe pas? Non, à peine 1000 € et encore pas tous les ans. Pourtant, vous venez de me dire, je paye mes impôts et je garde tout le reste. C'est vrai, mais avec ce qui reste, je dois payer mes vêtements, mon loyer, l'essence, la nourriture, en somme toutes les dépenses du quotidien que nous connaissons tous. Je reprends mon calcul. Vous gagnez après impôt 25 200 € par an et il vous reste 1000 € en fin d'année. Donc, vous payez d'abord 24 200 € au propriétaire de votre appartement, au pompiste, au supermarché, etc. Et vous gardez ce qui reste pour vous. Est-ce exact? Oui, mais je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Bien, supposons maintenant que vous fassiez le contraire, c'est-à-dire que vous vous payez avant tout le monde et les autres seulement avec ce qui reste. Disons que vous prélevez systématiquement 20% de vos rentrées. Combien vous restera-t-il? Eh bien, 500 € par mois. Donc, en appliquant notre équation à cette situation hypothétique, vous accumulerez 6 000 € par an et réserverez tout le reste pour payer vos fournisseurs. Bien sûr, en contrepartie, vous devrez ajuster le coût de vos nécessités, c'est-à-dire que le budget disponible pour payer le quotidien
ne sera plus de 25 200 € par an, mais de 19 200 €. J'entends bien tout ce que vous racontez et je suis sûr que certaines personnes peuvent réduire leurs dépenses suffisamment, mais pour moi, c'est impossible. J'ai déjà essayé plusieurs fois sans arriver à économiser plus. Il m'est impossible de me payer 20% ou même 10%. Vous croyez vraiment ce que vous venez de dire? En réalité, vous venez juste de résumer l'idée de la plus fausse et la plus répandue de tous les temps en ce qui concerne l'enrichissement et beaucoup d'autres sujets. Je ne peux pas, alors je ne fais pas. Et surtout, je n'essaye pas, je ne me pose pas des questions. En décrétant qu'une chose est impossible, vous vous interdisez toute chance d'y arriver. De plus, si ce que vous venez de dire était vrai, je ne pourrais pas donner ce cours aujourd'hui, pour la simple raison qu'il y aurait dans le monde des personnes devenues riches uniquement pour les raisons spécifiques que nous avons évoquées plus haut: chance, talent, héritage. Cela tendrait également à dire que vous êtes incapable de vous enrichir parce que vous êtes, pour le moment, incapable de gérer autrement votre argent. En pensant que vous ne pouvez pas adapter vos dépenses, vous n'avez pas simplement mis en place une barrière économique, mais vous avez élevé une barrière psychologique qui vous empêche de vous enrichir. Vous avez instauré une vérité qui n'est rien d'autre qu'une croyance limitative. Vous avez dit « ce n'est pas possible » avant de vous demander comment vous pourriez y arriver. Ce qui m'amène à vous dire que l'enrichissement ne peut se mener à bien si vous ne changez pas vos comportements et surtout votre mode de pensée. Dès aujourd'hui, ne dites plus jamais « je ne peux pas », mais plutôt « que dois-je faire pour y arriver ?» Je ne dis pas que vous y arriverez obligatoirement, mais cela aura moins l'avantage de vous pousser à envisager une autre solution, au lieu de vous fermer à toute autre possibilité. Essayez. Je suis persuadé que dans 80% des cas, vous trouverez des alternatives, ou tout au moins des débuts de solutions. La question qui nous intéresse pour le moment est la suivante. Comment dépenser mieux pour dégager des excédents que vous pourrez investir? Mais je n'ai pas besoin de vous pour comprendre que je dois épargner pour m'enrichir. Je le savais déjà. D'autant plus que c'est vraiment trop facile et trop simple pour que cela soit réellement efficace. Oui, peut-être que vous le saviez déjà. Mais le faites-vous? Non. Je vous l'avais dit, lorsque les choses semblent trop faciles, nous avons tendance à penser que nous l'avons toujours su. Le plus étonnant, plus c'est simple, moins nous y apportons de crédit. Au final, rien n'est fait. Pourtant, chaque année, des centaines d'individus deviennent millionnaires grâce à leur placement en bourse ou dans l'immobilier, parce qu'ils ont su placer et utiliser une partie de leurs ressources mensuelles. Je vais vous raconter l'histoire des 3 familles de mon entourage. Bien sûr, les noms sont fictifs, juste pour éviter de froisser certaines personnes. La famille Claquetou. Vincent et Catherine Claquetou ont 2 enfants. Tous les 2 travaillent et gagnent au total 4 000 € par mois. Au détail près que Catherine travaille en intérim. Ils ont chacun une voiture neuve, achetée à crédit et viennent d'acquérir une nouvelle maison. Ils remboursent donc chaque mois les crédits de la maison et des 2 voitures. Au total, la somme de toutes leurs dépenses obligatoires, en incluant celles du quotidien, sont légèrement supérieures à leur rentrée, soit 4 200 € par mois. Les Claquetou sont donc quelquefois obligés de se refinancer juste pour payer le léger déficit qu'ils créent chaque mois. De ce fait, ils ne peuvent ni épargner, ni commencer à s'enrichir, puisqu'ils sont incapables de dégager le moindre excédent. Le plus grave de tout, si Catherine ne travaille pas pendant quelques semaines, les comptes du ménage accentueront leur déséquilibre et la famille Claquetou se retrouvera en difficulté. La famille Matouvou. Pour la famille Matouvou, la situation est très différente. Nadine et Pierre ont également 2 enfants. Pierre est avocat et sa femme travaille comme décoratrice d'intérieur. Ils gagnent au total 120 000 € par an. Ayant un fort pouvoir d'entendement, ils ont acheté à crédit une grande maison ainsi qu'une résidence secondaire dans le sud de la France qu'ils n'utilisent que 5 semaines par an. Pour meubler ces 2 maisons, ils ont également contracté différents crédits à la consommation sans regarder à la dépense. Bien que les enfants ne soient pas majeurs, ils possèdent 3 grosses voitures neuves, toujours acquises à crédit.
dont la valeur totale atteint pratiquement celle de la résidence secondaire. Ils sont membres du club de sport le plus chic de la région. Les enfants sont dans la meilleure école privée et une employée à plein temps s'occupe de la maison, des enfants, des repas, etc. Au final, ils ont autant de crédit pour leur train de vie que pour leur résidence principale. Pour montrer leur réussite et inviter leurs clients et amis, ils se sentent obligés d'organiser régulièrement des soirées avec petits fours et champagne. Étant donné que Nadine est censée mettre en valeur son bon goût et son talent de décoratrice, elle se doit d'être toujours au courant de la mode et des tendances, ce qui ne manque pas d'occasionner des frais de représentation conséquents et récurrents. Plus ils avancent, plus ils s'enferment dans un schéma de représentation qui devient nécessaire à leurs affaires. Car, à moindre défaillance, ils seront considérés comme des pestiférés par la bourgeoisie locale. Nadine et Pierre ont un budget de dépenses très variable et arrivent quelquefois à mettre de côté 1 000 € par mois. Cependant, ils ne se refusent rien. Ils puisent régulièrement dans cette réserve, réduisant ainsi à néant le peu d'épargne constitué. Nous avons tous des obligations économiques, mais celles des Matouvou sont très élevées. Ils savent qu'à terme, ils ne pourront pas tenir ce rythme, tout simplement parce que les enfants grandissent et leurs besoins sont toujours croissants. Bien qu'ils en aient discuté plusieurs fois, ils n'arrivent pas vraiment à faire de concessions sur leur train de vie. Étant donné que tous deux ont des revenus variables en fonction de leur activité, il suffit qu'ils subissent 3 ou 4 mois difficiles, ils auront du mal à payer les petits fours. La famille Chuy-Parish. Muriel et Roger Chuy-Parish ont 3 enfants et vivent dans une maison à quelques kilomètres de la capitale. Roger travaille dans une imprimerie et Muriel est employée municipale. Elle gère le budget et suit les finances du ménage semaine par semaine. Chacun d'eux gagne 1 250 € par mois, soit 30 000 € par an. Ils payent 1 000 € d'impôts compensés par 1 000 € d'allocations diverses. Ils possèdent une voiture achetée d'occasion et la seule charge qu'ils ont à supporter est le crédit de leur maison acquise il y a 10 ans et qu'ils auront fini de payer dans 5 ans. Même s'ils ont la possibilité de s'endetter un peu plus, ils font tout pour payer au comptant et ne contractent jamais de crédit superflu. Ainsi, aucun intérêt inutile ne vient gréver leur budget. Ils sont mariés depuis 20 ans et ont toujours économisé 15% de ce qu'ils gagnaient, soit 4 500 € par an. Ils sont aujourd'hui à la tête d'un capital de 156 237 € qu'ils continuent d'alimenter et de faire fructifier à un taux de 5% par an. Même si l'un des deux devait avoir des difficultés à son travail, la famille Chuy-Parish n'aurait pas de problème. Je crois comprendre où vous voulez en venir. Qu'importe l'argent que nous gagnons, nous avons toujours tendance à dépenser autant que nos entrées. Au final, nos nécessités égalent toujours nos revenus. C'est une autre façon d'illustrer l'expression « joindre les deux bouts ». En réalité, nous nous piégeons nous-mêmes. Tout ce que nous voyons est la situation dans laquelle nous nous sommes installés petit à petit en devenant aveugles et imperméables à d'autres réalités. Au final, nos nécessités grossissent toujours en même temps que nos revenus pour finalement être du même niveau. Plus nous avons d'argent disponible, plus nous avons tendance à le dépenser. En vous payant en premier, vous évitez de tomber dans le piège. C'est d'ailleurs la seule façon de le contourner. Au bout du compte, l'intérêt est double. Non seulement vous écartez le problème, mais votre épargne grossit en même temps que vos revenus augmentent. Ce qu'il faut retenir de ces 3 exemples et qui déterminera votre capacité à vous enrichir. Le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous arrivez à garder, comment vous utilisez votre argent. Ce qui me choque, c'est le mot « nécessité ». Ne trouvez-vous pas que le terme est mal approprié ? L'utilisation que vous en faites résume nos dépenses au strict nécessaire. Pourtant, nous utilisons l'argent pour beaucoup d'autres choses comme les loisirs. C'est exact. Les nécessités représentent tout ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui et ne résument pas au strict minimum pour vivre. Nous pouvons avoir besoin de culture pour nous instruire, de prendre des vacances pour nous reposer, etc.
Toutes ces choses deviennent des nécessités seulement et uniquement à partir du moment où nous en avons réellement besoin. C'est pour cette raison que votre premier objectif sera de déterminer avec précision vos besoins réels. Argent et richesse. Beaucoup d'entre nous confondent argent et richesse. Pourtant, ce sont deux choses complètement différentes. Nous étayerons cette affirmation en observant la situation des deux des trois familles évoquées. Pour simplifier les choses, nous considérerons que tous les revenus et dépenses sont constants et ne subissent pas de modifications. Nous prendrons en compte plus tard l'impact de l'inflation. Nous avons dit que les Matouvou gagnaient 120 000 euros par an, cependant ils ne gardent rien pour eux-mêmes. Sans modification de leur comportement et sans tenir en compte d'éventuelles variations de leurs revenus au cours de 30 prochaines années, 3,6 millions d'euros passeront entre leurs mains sans qu'ils soient capables d'épargner le moindre centime. Au bout de cette période, il est probable que leur résidence principale représentera la plus grosse partie de leur richesse. Regardons maintenant les « je suis pas riche ». Au bout de 30 ans, 900 000 euros seront passés entre leurs mains. Actuellement, ils se payent 15% de leur rentrée, soit 4 500 euros par an, et pensent augmenter cette part à 20% dès que les enfants seront devenus autonomes. Et ou lorsque le crédit de leur maison sera arrivé à terme. S'ils se payent 15% pendant les 20 premières années et 20% les 10 dernières années, après 30 ans, en plaçant leur argent à 5% par an, ils auront à disposition un capital de 343 639 euros et seront propriétaires d'une maison de plusieurs centaines de milliers d'euros. Si Muriel et Roger, je suis pas riche, ont commencé à travailler dès l'âge de 20 ans, ils pourront envisager de travailler à mi-temps dès 50 ans, car ils recevront 17 182 euros par an, générés uniquement par les intérêts du capital placé, tout simplement parce qu'ils se seront toujours payés en premier. Même si ces nouveaux revenus semblent au premier abord inférieurs à leur rentrée précédente, ce n'est pas obligatoirement vrai, car ils payeront moins d'impôts et n'auront plus aucun crédit à rembourser chaque mois. Vous voyez mieux maintenant la différence entre gagner de l'argent et acquérir de la richesse. Dans notre exemple, la richesse des super riches est constituée par leur maison et leur capital placé qui génèrent des intérêts qui seront éventuellement transformés en revenus. Riche, c'est combien? Nous avons bien compris, mais comment définissez-vous la richesse? Combien faut-il avoir pour être riche? Il m'est impossible de répondre à cette question. Attendez, si je gagne 1250 euros par mois en travaillant durement pendant 30 ans et qu'au moment de prendre ma retraite, je conserve mon pouvoir d'achat, je possède ma maison et que mon capital ne diminue pas, vous aurez du mal à me convaincre que je ne suis pas riche. Peut-être. Supposons maintenant que Roger décide de travailler 5 ans de plus et continuer à se payer chaque mois. Avez-vous une idée de combien il possédera? Si je compte bien, il aura 477 743 euros. Personnellement, je préférerais attendre 5 ans de plus. Vous voyez, il n'y a pas qu'une seule réponse à votre question. Il y en a autant que d'individus. Tout dépend de vos besoins et de la manière dont ils sont satisfaits. Monsieur X se contentera de 300 000 euros sur son compte en banque, alors que Madame Y voudra au moins posséder 450 000 euros pour se sentir en sécurité. Je sais aussi par expérience que nous ne sommes jamais assez riches. Si votre premier objectif est d'atteindre 100 000 euros, vous constaterez qu'une fois atteint, ceux-ci vous sembleront minimes et que vous en voudrez toujours plus. Pour vous en convaincre, amusez-vous à poser la question à 100 personnes et vous obtiendrez 100 réponses différentes. Certains penseront à la liberté et apprécieront le fait de pouvoir partir où et quand ils le veulent, sans être dépendants d'un emploi. D'autres évoqueront la sécurité et privilégieront la possession d'un toit et des rentrées suffisantes pour vivre sans se poser des questions pour le lendemain. D'autres encore se rassureront par la possession de biens matériels comme une grosse voiture, un bateau ou une grande maison pour épater la galerie.
Au final, nous voyons bien que tout est en fonction des objectifs et des aspirations de chacun. La meilleure réponse que j'ai jamais entendue est certainement venue de la plus jeune de mes filles. Un jour à table, je lui demandai pourquoi elle considérait que nous étions riches. Sa réponse fut: nous sommes riches parce que nous avons tout ce que nous voulons. C'est certainement la réponse la plus claire et la plus exacte que l'on puisse apporter. Peut-être un brin simpliste, mais pas complètement naïve. Surtout, elle résume bien les choses, ou tout au moins mon point de vue. La première des richesses, c'est ne pas de se poser des questions pour le lendemain. C'est la liberté financière qui amène la liberté d'esprit plutôt que le superflu. C'est à mon sens le plus important. Mais je reconnais également que cela fait partie de la philosophie personnelle de chacun. Dépensez avec votre tête, pas avec vos yeux. Penchons-nous de nouveau sur les Matouvou. Ceux-ci sont dans un piège qu'ils ont eux-mêmes créé et qui les pousse à la dépense. Comment peuvent-ils s'en sortir? Ils doivent d'abord s'enrichir avant de paraître riches et comprendre dans quel piège ils sont tombés. Je suis d'accord avec vous, mais ils doivent aussi avoir la volonté et le désir de s'enrichir. Avez-vous quelques idées à suggérer à nos amis Nadine et Pierre pour qu'ils puissent commencer à se payer en premier? Ils ont juste besoin de dépenser moins. Bien sûr, mais avez-vous une idée plus précise de ce qu'ils doivent faire pour y arriver? Avez-vous remarqué qu'une grande partie de ce que nous achetons est la conséquence d'impulsions ou d'envie? Arrêtez-vous quelques instants et réfléchissez. Nous vivons dans une société où le regard des autres est important et nous pousse à la dépense. Pour appartenir à un clan et ou être remarqué, nous nous devons d'être à la mode ou de posséder la dernière merveille technologique qui épatera nos amis en suscitant leur envie, le plus souvent pour seulement quelques minutes. Pour nous aider à dépenser, les journaux, les magasins, la TV nous submergent de publicité. Au final, nous devenons tous des cibles plus ou moins conscientes de la société de consommation, où tout est fait pour que nous consommions toujours plus. Faites un tour dans les magasins. Tous les affichages n'ont qu'un seul but: vous attirer et vous inciter à dépenser. Pas dans un mois ni dans une semaine, mais maintenant. Par conséquent, la première chose à faire est d'arrêter d'acheter les yeux fermés. Pour vous démontrer que nous sommes constamment sollicités et que nous cédons à nos impulsions, quelquefois, sans nous en rendre compte, faites l'expérience suivante. Allez au supermarché avec votre conjoint. Prenez un chariot et laissez-le ou la faire ses courses habituelles sans orienter ses choix. Avant d'arriver à la caisse, arrêtez-vous et faites l'inventaire du chariot en séparant le nécessaire comme les légumes, la viande, etc. et le superflu comme les bonbons, les glaces, les gadgets. Vous serez étonné du résultat. Ensuite, calculez le coût total du superflu et multipliez-le par le nombre de fois que vous faites vos courses. Vous allez avoir une très grosse surprise. C'est vrai, j'achète beaucoup de choses inutiles, pensant faire plaisir à mes enfants. Quelquefois, elles périssent dans le réfrigérateur parce que nous ne les avons pas consommées. Je parierais qu'avec cette seule méthode, je pourrais couper mes dépenses au quotidien d'au moins 5 à 10%. Mais vous êtes en train de faire de nous des radins. Je suis là pour m'enrichir. Je n'ai pas besoin de vous pour m'apprendre à compter le nombre de steaks que j'achète ou me serrer la ceinture. Rassurez-vous, mon but n'est pas de vous transformer en grispou, mais de vous montrer qu'il y a une énorme différence entre la radinerie et une gestion raisonnée. Cet exemple a également pour but de vous sensibiliser au fait qu'une bonne partie de votre richesse part dans la poche des autres, quelquefois pour des choses que nous n'utilisons pas ou peu. Je veux également attirer votre attention sur le fait que nous consommons souvent par habitude et que nos comportements de consommateurs ne sont pas ou très rarement remis en question.
sauf en cas de problème. Perte d'emploi par exemple. Dans ce genre de situation, nous essayons surtout de limiter les dégâts pour que la baisse de nos ressources n'ait pas trop d'impact sur notre vie et celle de nos proches. Alors qu'en faisant ce travail en amont avant que le problème ne se présente, nous avons l'occasion de créer de l'accumulation et de parer aux éventuelles difficultés qu'amènerait une période de chômage. En ce qui concerne l'expression que vous avez employée, c'est serrer la ceinture, je préfère vous présenter les choses autrement. Le jour où vous avez touché votre première paye, celle-ci a déterminé votre niveau de vie en fonction de ce que vous pouviez dépenser, mais sans tenir compte du fait que vous vous payerez en premier. Si vous aviez inclus cette donnée dès le départ dans vos dépenses mensuelles, vous auriez commencé à vous enrichir et adapter votre train de vie en fonction de ce qui vous restait. Avez-vous une idée plus précise de combien nous pouvons nous payer en premier? La réponse est la fonction de plusieurs paramètres qui dépendent à la fois de vos possibilités, de votre motivation et de vos objectifs. D'une manière générale, et en appliquant les bons comportements, il est assez facile de se payer au moins 10%. Je sais aussi que le pourcentage que vous serez capable d'épargner déterminera votre avenir. Par recoupement entre toutes les personnes que j'ai pu conseiller ou observer par le passé et qui se payent ou non en premier, je suis arrivé aux constatations suivantes. Pauvres pensent qu'ils vont un jour se payer en premier, mais ne le font jamais. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, quelquefois plus, et ne pensent jamais à leur avenir. Ils passent leur vie à travailler pour payer les factures et ont du mal à joindre les deux bouts. Au final, ils ne profiteront jamais de leur retraite car leurs revenus seront souvent inférieurs à leurs anciens salaires. Classe moyenne se payent entre 5 et 10% de leur rentrée. S'ils ont su faire travailler correctement leur argent, voire plus loin, ils vivront une retraite paisible et sans problème. Riches et futurs riches se payent entre 15 et 20%, voire plus, et se donnent ainsi la possibilité de prendre leur retraite 10 ans plus tôt. Au final, ils profiteront aussi bien de leur pré-retraite que de leur retraite elle-même. Et en tenant compte du fait que nous vivons toujours plus longtemps, ils jouiront de la vie beaucoup plus longtemps que les autres. D'accord, mais vous dites que pour devenir riche, nous devons épargner au moins 15 à 20% de nos rentrées. Jamais je ne pourrai épargner un cinquième de mon salaire. Franchement, vous exagérez. Personne n'est capable de faire cela. Je reconnais volontiers que beaucoup d'individus sont rebutés par l'idée de se payer en premier et surtout par l'effort qu'ils devront produire. Dans la réalité, cela les agace car ils ne trouvent aucun panache à épargner sagement chaque mois. Peut-être que vous en faites partie. Peut-être que votre tête est pleine de raisons qui vous incitent à penser que vous ne pouvez pas vous payer en premier, ou que vous pensez que le véritable enrichissement réside dans un secret bien gardé qui vous permettra d'investir en bourse sur les actions qui gagnent 100% par an, ou d'acheter un appartement que vous pourrez revendre 5 fois plus cher dans 6 mois. Pourtant, croyez-le ou non, seule la façon dont vous vous payerez en premier déterminera votre avenir et votre capacité à vous enrichir. Honnêtement, je suis assez sceptique sur la faisabilité de la chose. Même si en théorie cela semble fonctionner, d'un point de vue purement pratique, c'est parfaitement irréaliste. Personnellement, je gagne 2000 € par mois. Il m'est impossible de me payer en premier à hauteur de 400 €. Je pense que je pourrais consacrer 200 €, mais jamais 400. Cela vous semble peut-être difficile, mais avez-vous essayé? Ou au moins, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous pourriez y arriver? Je vous concède qu'au début ce n'est pas obligatoirement facile, mais c'est certainement beaucoup moins difficile que vous ne le pensez. Surtout lorsque ce sont les autres qui payent pour vous. Une chose à la fois, nous verrons cela plus tard. Dans un premier temps, je vous demanderai de ne pas décréter que c'est impossible, sinon vous ne ferez jamais rien.
Autre aspect. D'une manière générale, lorsque nous sommes en face d'une difficulté, j'ai remarqué que nous avions tendance à minimiser ou à sous-estimer nos capacités à résoudre le problème. Je sais également que si vous cherchez des solutions pour atteindre un objectif de 5%, vous ne trouverez que des solutions à 5%. Par conséquent, n'hésitez pas à placer la barre un peu plus haut en visant 15%, tout en commençant à 8 ou 10% et en progressant par tranche de 1% chaque mois jusqu'à votre objectif. De cette façon, la transition se fera en douceur tout en vous laissant le temps de vous adapter à vos nouvelles habitudes. La façon dont vous voyez les choses a aussi son importance. Si vous ramenez vos 400 € mensuels à l'échelle d'une journée, combien obtenez-vous par jour? Sur 30 jours, cela fait approximativement 13 €. Parfait. Maintenant, la question n'est plus de savoir comment vous pouvez épargner 400 € par mois, mais de savoir ce que vous devez faire pour dégager un surplus régulier de 13 €. Est-ce que cet objectif vous semble plus facile à atteindre? Où passe votre argent? Il existe une façon accessible à tous pour trouver de l'argent qui vous permettra de créer de l'accumulation et d'atteindre vos objectifs. Cela nécessite une introspection personnelle et une petite enquête sur la manière dont vous dépensez chaque jour votre argent. Dans bien des cas, nous ne savons pas exactement comment nous dépensons réellement notre argent au quotidien, ces dépenses étant la conséquence d'actions habituelles, récurrentes et souvent irréfléchies. Pour les débusquer, voici ce que je vous propose de faire. Dès demain matin, notez en détail tout ce que vous dépensez dans la journée et ou tous les actes qui génèrent une dépense directe ou indirecte. Et surtout, identifiez tout ce que vous faites mécaniquement sans vraiment y réfléchir. Cela concerne aussi bien le ou les cafés que vous prenez chaque matin, sans oublier le croissant qui l'accompagne, le transport pour aller à votre travail, les appels ou messages que vous envoyez à partir de votre téléphone portable, le coût de votre déjeuner, sans oublier les cigarettes. À 5 € le paquet, vous allez vite découvrir que c'est une habitude de plus en plus réservée aux riches, etc. Ensuite, demandez-vous comment vous auriez pu faire autrement pour arriver au même résultat pour un coût moindre, tout en chiffrant cette économie. La solution n'est pas obligatoirement une alternative directe. Elle peut également se présenter sous forme d'investissement. Exemple, pour le prix d'une dizaine de cafés pris chaque matin au bar du coin avant d'aller au travail, pourquoi ne pas acheter une cafetière que vous utiliserez au bureau? Ou encore, pourquoi ne pas apporter votre bouteille thermos? Au final, vous boirez autant de café qu'auparavant pour un coût bien moins élevé. Même chose pour les portables. Combien d'appels avez-vous passé pour confirmer votre arrivée dans quelques minutes à un rendez-vous déjà confirmé par email 1 heure auparavant? Seriez-vous arrivé en retard si vous n'aviez pas appelé la personne? Ces quelques exemples issus de comportements irréfléchis peuvent être la source de multiples économies qui ne changeront strictement rien à votre train de vie, mais qui vous permettront de dégager des excédents sans douleur pour vous payer en premier. Cherchez de votre côté, analysez ce que vous faites. Je suis persuadé que vous trouverez des dizaines d'opportunités d'économie. Autre aspect important de cette introspection, évaluez le rapport de coût-utilité de la dépense que vous engagez. Demandez-vous si vous en avez vraiment pour votre argent, si vous ne payez pas trop cher pour le service rendu ou si vous en avez vraiment besoin. Ouh là là, quel boulot pour économiser quelques euros. Vous ne croyez pas que nous tombons dans la futilité? Beaucoup moins que vous ne le croyez. La finalité de cet exercice est de vous faire prendre conscience de la destination de votre argent. Une fois que vous serez convaincu de son intérêt, vous n'aurez plus qu'à vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Rien de plus. Ensuite, c'est à vous de décider si vous êtes déjà suffisamment riche
pour ne pas tenir compte de cet aspect. Mais il me semble évident que si vous n'avez aucun capital ni patrimoine de départ et que vous tenez vraiment à vous enrichir, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Sans compter que lorsque je vous aurai démontré que ces simples réflexions vous permettront d'acheter un appartement, je ne suis pas sûr que vous direz encore la même chose. Il n'est également pas utile de faire cet exercice pendant 1 an. D'ailleurs, vous ne tiendrez pas aussi longtemps. 1 semaine ou 2 devrait suffire. Le but étant essentiellement de vous faire prendre conscience de vos dépenses réelles et de savoir exactement où passe votre argent. C'est seulement à partir de ce moment que vous pourrez adopter les bons réflexes et trouver des alternatives pour arriver au même résultat. J'irai même plus loin en revenant sur l'aspect radinerie évoqué plus tôt. Si vous supprimez complètement le café du matin que vous dégustiez avec délectation, dans ce cas, vous devenez vraiment pingre. En revanche, si vous recherchez une autre solution pour boire votre café avec autant de plaisir, alors que vous faites travailler votre cerveau et développer votre potentiel d'enrichissement. Je confirme tout ce que vient de dire Olivier. J'ai fait cette introspection personnelle il y a quelques mois. Les résultats sont étonnants. Entre mes appels téléphoniques inutiles, mes déjeuners au restaurant, les dépenses irréfléchies, les cigarettes, j'ai récupéré au moins 10 € par jour, soit 300 € par mois, sans rien changer mon train de vie. Et avez-vous une idée de ce que représente ou ce que vous pourriez faire avec 10 € par jour investis à 10%? Pas moins de 63 112 € sur 10 ans ou encore 226 809 € sur 20 ans. Voilà votre appartement. En dehors de ces réalités mathématiques, vous devez prendre conscience que le simple fait de raisonner vos dépenses peut vous faire gagner une petite fortune. Je serais assez tenté de votre proposition, mais je pense que vous oubliez de dire qu'en nous payant en premier, nous régresserons économiquement. Personnellement, je veux aller au restaurant lorsque j'en ai envie et sans avoir mauvaise conscience. Pourquoi régresseriez-vous? L'argent que vous épargnez sera toujours en votre possession. Si vous changez d'avis, rien ne vous empêche de récupérer votre épargne et de la dépenser. Au final, vous n'aurez pris aucun risque. Je vous propose seulement de repenser à votre façon de dépenser en trouvant des solutions pour créer quelque chose qui générera de la richesse sans remettre en cause votre train de vie actuel. Entendons-nous bien. Le but ultime de cette démarche n'est pas de manger des patates tous les jours, mais de profiter au maximum de chaque euro que vous dépensez. Si votre but est d'aller au restaurant régulièrement, peut-être que vous trouverez plus de plaisir tout en payant moins cher, en profitant une fois par mois de la table d'un grand restaurant plutôt que d'aller à la pizzeria du coin une fois par semaine. Bien sûr, vous aurez toujours des dépenses obligatoires, mais là encore, et même dans les dépenses non récurrentes, il y a différentes approches qui vous permettront de mieux tirer parti de vos ressources. Laissez-moi vous en suggérer quelques-unes. Stratégie de dépense. Tout d'abord, au lieu d'acheter lorsque l'occasion se présente, planifiez vos achats ou encore évitez les dépenses égoïstes en privilégiant celles qui profiteront à un maximum de membres de la famille. En procédant de la sorte, vous éviterez d'acheter sur un coup de tête et rentabiliserez mieux vos achats tout en maintenant une priorité à la dépense. Deuxième suggestion que j'utilise très régulièrement, comme les deux suivantes, lorsque vous savez ou croyez savoir ce dont vous avez besoin, achetez-le au dernier moment et jamais avant qu'il ne devienne vraiment nécessaire, à moins que vous ne soyez un acheteur compulsif. Si le désir persiste, il est fort probable que vous en ayez vraiment besoin. Troisième suggestion pour dépenser intelligemment. Lorsque vous remplacez un ordinateur, une voiture ou n'importe quoi d'autre et que l'objet est toujours en état de fonctionner, promettez-vous de ne pas acheter le remplaçant tant que vous n'aurez pas cédé l'ancien. Vous bénéficierez ainsi d'une entrée supplémentaire pour financer votre nouvel achat, tout en évitant d'avoir à brader l'objet en question lorsque vous en aurez assez de le voir ou de vous retrouver avec 2 voitures dans votre garage. Quatrième suggestion.
Passez en revue au moins une fois par an tout ce que vous payez comme contrat d'assurance, abonnement, etc. Et regardez si vous ne pouvez pas payer moins cher, simplement en faisant jouer la concurrence ou en supprimant ce que vous continuez à payer d'année en année et que vous n'utilisez pas vraiment. À ce niveau, vous serez très étonné de tout ce que vous payez trop cher ou quelquefois en double. Je vous recommande très fortement cette inspection personnelle. Elle vous permettra à la fois de générer de l'accumulation et de savoir où vous en êtes dans vos dépenses récurrentes. Dernier conseil, ne cédez pas aux sirènes des vendeurs. Il n'y a aucune raison que vous payiez plus cher un produit pour la simple raison que le vendeur est plus habile que celui du magasin d'à côté. Les vendeurs font leur travail des commerciaux. Faites votre travail de consommateur. Ces modes opératoires ne sont que des suggestions. N'hésitez pas à en imaginer d'autres qui seront peut-être plus adaptés à votre environnement et à votre situation, tout en gardant en tête que l'objectif final n'est pas de mettre un frein à l'achat, mais de raisonner vos achats. À moins que vous ne viviez au-dessus de vos moyens, il vous suffira d'intégrer ces nouvelles habitudes de consommation et vous n'aurez plus aucune difficulté pour vous payer en premier et mettre en place un budget pour surveiller vos dépenses liées à vos nécessités. Ne faites jamais le contraire. En vous payant en premier, vous vous obligerez à épargner d'abord et à dépenser ensuite. La conséquence sera double. Non seulement vous vous obligerez à mieux gérer vos rentrées, mais en plus, vous commencerez à vous enrichir. Au lieu de dépenser autrement, vous ne pensez pas qu'il serait plus simple d'essayer de gagner plus d'argent? Dans un premier temps, je pense que c'est la dernière chose à faire. En procédant de la sorte, non seulement vous ne vérifiez pas que vous payez le juste prix, vous ne faites rien pour changer vos habitudes de dépenses, mais en plus, vous augmenterez vos impôts. Étant donné que l'administration fiscale prélève systématiquement sa part sur tout ce que vous gagnez, plus vous gagnerez, plus vous payerez. Par conséquent, votre premier objectif sera de maîtriser l'utilisation de vos ressources et de veiller à la façon dont vous les utilisez. Ensuite, vous irez voir votre patron pour lui réclamer une augmentation. Crédit à la consommation. Le boulet. Revenons à nos amis les Matouvou et à leur problème de non-enrichissement. Nous avons vu qu'ils avaient autant de crédits pour leurs nécessités, résidence principale, que pour le superflu, 3 grosses voitures, meubles, résidences secondaires, etc. En sachant que les crédits à la consommation coûtent plus cher qu'un crédit immobilier et servent essentiellement à acheter des produits qui se déprécient dans le temps, il leur suffirait de réguler pour commencer à créer un potentiel d'accumulation. Mais il existe des nécessités dont nous avons tous réellement besoin aujourd'hui et que nous ne pouvons pas payer au comptant. Par exemple, une voiture est un produit cher qu'il est difficile d'acquérir sans crédit. Je pense que dans ce cas, nous pouvons acheter à crédit. Ma réponse est définitivement non. Pour vous enrichir, vous ne devez jamais contracter de crédit à la consommation. Pour chaque empreinte, vous payez une partie du capital et une partie d'intérêt. Et les intérêts débiteurs n'ont jamais enrichi qui que ce soit, sauf votre banquier. Dans le cas d'une voiture, celle-ci n'est pas obligatoirement une nécessité, sauf lorsque c'est un outil de travail qui génère des revenus qui seront transformés en richesse. C'est le cas des taxis par exemple. Je suis également conscient que si vous habitez loin de transports en commun, une voiture peut s'avérer utile, voire indispensable. Dans ce cas, les caractéristiques de votre véhicule devront être adaptées à vos besoins, pas au regard du voisin. Enrichissez-vous d'abord, ensuite vous vous payerez toutes les voitures que vous voudrez sans vous poser des questions. Mais dans tous les cas, évitez les crédits et privilégiez les paiements comptants. Admettons que nous arrivions à payer notre voiture au comptant. En ce qui concerne un logement, il est réellement impossible de le payer sans crédit. C'est pourtant une nécessité prioritaire, d'autant plus que la possession d'un appartement fait partie de notre richesse. Comment faites-vous dans ce cas? Exact. Il existe des cas où il est indispensable et même recommandé de faire appel au crédit pour s'enrichir. Mais pour les utiliser au mieux, vous devez être capable d'identifier ce qui servira votre enrichissement ou votre appauvrissement. Et plus que tout,
Vous devez savoir comment dépenser votre argent au mieux de vos intérêts. C'est le thème de la leçon suivante. Nous continuerons ce livre à la prochaine vidéo. Pour cela, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et activer la barre des notifications. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser ton pouce bleu et aussi de commenter qu'est-ce que tu as plus aimé dans cette partie du livre. À la prochaine!